Attention, cette vidéo a été enregistrée le 29 décembre 2017. Elle ne prend pas compte des événements s'étant déroulés à partir de cette date incluse. Salut à toutes et à tous, c'est Moss et welcome dans cette vidéo récap de l'année 2017. Pour ceux qui étaient déjà là l'an dernier, vous pouvez constater que c'est un peu en train de devenir la petite tradition de la chaîne, mais pour ceux qui nous ont rejoints pendant l'année, je pense que des explications ne seraient pas trop. Le principe des vidéos récap de chaque fin d'année, c'est de faire le récapitulatif de l'année qui vient de s'écouler, avec des dates qui m'ont marqué, en mixant ça avec le concept de la vie de la Terre ramenée à une année terrestre. Apparemment, j'en ai juste perdu 3 au fond, donc ça vaut la peine que je continue, je pense. Ce concept fonctionne comme une sorte de compte à rebours par rapport où nous sommes actuellement. Le début de la vie de la Terre est là, et 2017 est ici, tout à la fin de l'année. Le délire, c'est de faire correspondre les dates choisies avec un moment de l'histoire de la Terre. Pour ça, on prend juste l'âge supposé actuellement de la Terre, on divise par le nombre de secondes de l'année qui vient de s'écouler, et on tombe sur une relation donnant que pour une seconde, on a un nombre donné d'années terrestres. Par exemple, je me sers de l'âge de la Terre donné par le CNRS, qui serait de 4,55 milliards d'années. Oui, je sais qu'il y a d'autres estimations, mais quitte à en prendre une, autant sortir quelque chose d'un organisme d'une structure un minimum reconnue qui fait pas trop de merde pour avoir des sources qui tiennent la route et pour me donner bonne conscience. Vous noterez que moi j'ai l'honnêteté de préciser que c'est un parti pris et de vous expliquer comment j'ai fait ma merde, même si prononcé à une vitesse difficilement compréhensible, c'est justement le but. Maintenant, retour à la vidéo. On le divise par le nombre de secondes de cette année, 2017 étant une année non bissextile, on a 365 x 24 x 60 x 60, donc 31 536 000 secondes, et ça donne que pour cette vidéo, une seconde de 2017 vaut 144, beaucoup trop de trucs derrière, donc on va arrondir à 144,28, et pas la peine de se préoccuper avec les mois, les jours, comme la dernière fois, mais j'aimerais bien pouvoir la ressortir sans devenir complètement taré cette vidéo, c'est surtout pour ça. A noter aussi que les événements où j'ai pas d'horaire précis, je les fixerai comme l'an dernier à midi heure française, et les heures d'été hiver aussi on s'en balèque. Voilà, donc vous êtes prévenus. Ah si, dernier truc, j'ai dit vite fait, mais je le ressouligne, c'est mon récap de 2017. Comprenez par là que vous êtes obligé de vous retrouver avec 3 dates ayant rapport avec DC Comics, et qu'il y a de très fortes chances que je ne parle pas des accidents, des attentats et de tous ces trucs-là, parce que j'ai pas envie de faire une vidéo malheureuse. Donc maintenant que vous êtes ready, let's go! Ouais, non, bon, c'est chiant. Donc on est de retour en tout début 2017 où j'avais fêté le nouvel an comme il se doit entre potes. C'est là aussi que t'as découvert que t'étais bourré au bout de 4 Cronenbourg. Je dément cette information. Tu veux qu'on la sorte, ta vidéo? Je rectifie, j'assume cette information. Vu qu'on est là aussi au tout début de la frise géologique, eh bien nous en sommes à la formation de la Terre. D'abord par l'action de la force électromagnétique, jusqu'à ce que les amas de grains atteignent des tailles suffisamment conséquentes pour que la création se charge de les attirer les uns aux autres, ce phénomène étant sous la houlette de la gravitation qui achèvera la formation des planètes du système solaire, dont la Terre bien évidemment. Progressons un peu au 16 janvier avec la première info paléo de la vidéo qui traite de tétrapodomorphes, et pas des moindres. En 2013, à Miguacha, un site fossilifère donnant un portrait des plus complets de la vie estuarienne du Dévonien moyen, on a découvert le fossile d'un poisson très proche des tétrapodes, c'est-à-dire des vertébrés munis de membres avec des doigts au niveau squelettique tout du moins. Le fossile en question a fait l'objet d'une analyse très poussée pendant toutes ces années, à base de scans sous toutes les coutures de l'animal. Si l'on parle tout particulièrement, c'est que cette découverte a permis de mieux comprendre l'évolution des tétrapodes. Je vais y revenir, mais aussi parce que c'est le premier spécimen d'Elpistosteg watsoni découvert depuis 1938. Et on avait depuis cette date seulement un crâne un peu pété. Crâne pété qui a d'ailleurs été à l'origine d'une mauvaise classification jusqu'en 85. Mais la découverte de 2013, qui a dévoilé beaucoup de détails, permettrait d'en faire le plus proche parent actuellement disparu connu des tétrapodes. Donc c'est pas pour rien qu'on l'a confondu au départ avec un tétrapode, mais lorsque l'arlésienne de la vidéo des tétrapodomorphes sortira, croyez-moi que j'aurai largement de quoi dire. De l'autre côté, on est il y a 4,356 milliards d'années, ce qui veut dire que nous sommes pendant l'Archéen et vers la période où la Terre commence déjà à se refroidir, puisqu'on a des preuves qu'on appelle des zircons, des cristaux ne se formant qu'en présence de liquide, ce qui veut dire aussi la présence d'un minimum de croûte solide à la surface de la Terre. Donc même si la planète bleue, c'est pas pour tout de suite, les prémices de notre monde actuel commencent déjà à apparaître, et pour rester dans le même thème, on va progresser jusqu'à 4,007 milliards d'années. Une époque qui est un tournant dans beaucoup de domaines, puisqu'on est à l'époque du grand bombardement tardif. Tout est dans le titre, puisque les planètes du système solaire interne vont recevoir beaucoup de cailloux spatiaux, leur apportant pour beaucoup de la matière organique en masse. Cet événement n'a quasiment laissé aucune marque durable sur Terre, mis à part la vie,
puisque depuis le temps, le peu de roches de cette époque ayant survécu ont été soit métamorphisées, soit rendues complètement différentes de leur état originel. A noter aussi que, selon les dernières estimations, ce serait aussi dans ces eaux-là que la vie aurait pu émerger. Même pour l'époque, on était quand même très loin de tout ce qu'on a aujourd'hui, puisqu'on devait vraiment se contenter du minimum syndical. Une paroi de graisse composée d'acide lipothécoïde, qui était organisée de telle sorte à former une paroi étanche, elle a la capacité à former des échanges avec l'extérieur, donc un métabolisme, la capacité de reproduction, fondamentale dans le monde vivant, et une molécule support du matériel de codage de l'être vivant. D'ailleurs, il est très probable, et c'est même très sérieusement envisagé, que l'ADN n'était pas porteur de l'information génétique au départ. C'est une molécule gigantesque et quand même un poil complexe, mais qu'on était dans ce que l'on appelle un monde ARN, l'ADN n'étant venu que plus tard en tant que molécule ultramastoc, donc une fois la stabilité des bases du monde vivant installée. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi le 13 février, me direz-vous ? Et bien pour une date qui est triste pour la victime, mais qui me fait toujours un petit peu marrer, c'est qu'on est à la mort du frère de Kim Jong-un, Kim Jong-nam. Une mort qui n'est pas du tout suspecte, puisque le bonhomme s'est fait empoisonner par 2 femmes, mais qu'en même temps elle plaide non coupable et qu'il y aurait d'autres éléments, bref, c'est caca. Le seul point où on peut avoir des certitudes, c'est sur le fait que l'ami Kim Jong-nam était pas vraiment très fan des idéaux nord-coréens et était opposé à son frère au niveau politique. Donc bon, j'aime pas les théories du complot, mais connaissant le caractère de Kim Jong-un faisant assassiner des membres de son entourage sans problème et caressant sensuellement le bouton rouge nucléaire, on va éviter de jeter l'hypothèse que le frérot faisait trop tâche au régime nord-coréen tout de suite. On avance d'environ 1 mois et 350 millions d'années pour un nouveau point paléo avec la publication d'une découverte qui semblerait être sur les plus anciennes plantes connues, des structures interprétées comme étant des algues rouges, chose que l'on peut affirmer par déjà la présence de chloroplastes, donc photosynthèse possible, et de structures aujourd'hui observées dans la membrane de nos algues rouges. Cette découverte permettrait de mieux comprendre l'évolution des plantes et au passage indique que la photosynthèse est très rapidement devenue une composante essentielle des plantes, puisque l'on suppose que l'apparition des premiers eucaryotes s'est faite entre 2 et 2,5 milliards d'années, et la lignée menant aux plantes avec des gros guillemets se serait différenciée du reste il y a environ 2 milliards d'années. Donc en l'espace de seulement quelques centaines de millions d'années, une bactérie photosynthétique serait devenue une composante à part entière d'une cellule végétale. De l'autre côté, on peut commencer à parler de vivant, mais on n'en est pas non plus aux dinosaures. Une chose est sûre, à l'époque, toute forme de vie est à l'état unicellulaire et l'ADN des cellules flotte à l'intérieur dans leur cytoplasme. La complexité des eucaryotes n'arrivera pas avant 1, voire 1,5 milliard d'années plus tard. On a une époque charnière pour le monde vivant puisque c'est vers cette période que le carbone serait devenu définitivement un élément central dans la chimie du vivant, particulièrement pour les métabolismes. Et c'est également vers cette période qu'on date le dernier ancêtre commun à tous les êtres vivants aujourd'hui sur notre caillou bleu. C'est une époque où l'on sait qu'il s'est passé énormément de choses, mais le seul problème, vous l'aurez compris, c'est que c'est pas tout jeune. Et trouver des roches dans un état aussi impact qu'il y a genre 3 milliards d'années, ça court pas la lithosphère. Progressant de même pas 2 semaines et d'environ une centaine de millions d'années. À droite, j'ai pas grand chose à modifier, mais c'est à gauche qu'on va s'amuser un petit peu, puisque pour les connaisseurs de l'histoire, le 23 mars est le jour où est publié dans la revue Nature un article qui a légèrement fait parler de lui, étant donné qu'il proposait une nouvelle classification phylogénétique des dinosaures. Rien déjà que ça, dinosaures, nouvelle classification... On pouvait s'attendre à ce que pas tout le monde soit d'accord avec les conclusions de l'article, étant donné que la bonne vieille classification saurisquien-ornithisquien sera à foutre à la benne au profit des nouveaux saurisquiens composés majoritairement des sauropodomorphes et des ornithoscalidés, qui regrouperaient théropodes et ornithisquiens, résolvant des similitudes troublantes entre les deux groupes. Le seul problème, mon coco, c'est que quand tu fais ton job en te masturbant en même temps, ça marche moyen pour tout faire correctement sans dépasser la deadline. Le plus important dans une classification, c'est pas l'arbre, ça c'est le résultat final, mais le tableau de caractères que vous remplissez pour, après, voir qui a le plus en commun avec qui. Le tableau idéal, c'est en gros si vous avez ces 2 états. Sauf que parfois, ça arrive qu'on se retrouve avec un point d'interrogation. Ce qui veut dire « I don't know, go fuck yourself ». Si vous en avez quelques-uns qui traînent, bon... C'est pas une catastrophe, ça arrive, d'autant plus en paléontologie, on se base sur uniquement le physique, il y a des fois c'est pas top. Sauf que quand vous avez dans la moitié du tableau qui est fait de points d'interrogation, c'est pas ouf, d'autant plus que récemment un simple rescoring de la matrice de seulement 10% a suffi à valider à la fois cet arbre, mais aussi l'ancien, mais aussi celui-là. Donc bref, la phylogénie, ça a toujours été un sacré merdier quand il y avait trop de vide, et s'attaquer au monument des dinosaures, ça se fait pas, là vas-y que je te pousse. Pour plus d'informations, je vous recommande les vidéos de mes collègues paléotubeurs qui ont déjà bien abordé le sujet. Sortons un peu de la paléo, mais restons dans les sciences. Je l'ai peut-être pas déjà dit, mais je suis très intéressé par la conquête spatiale et par la découverte de nouvelles planètes, puisque je pense très sincèrement que, comme le disait Konstantin Tsiolkovsky,
La Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne passe pas toute sa vie dans son berceau. C'est comme ça qu'on découvre sans arrêt des planètes en dehors du système solaire, qu'on appelle donc des exoplanètes. Et le 19 avril, on a découvert une super-Terre que l'on a nommée LHS 1140b. Une super-Terre, c'est une planète tellurique, rocheuse, mais qui, comme son nom l'indique, a des dimensions un peu supérieures à celles de la Terre. On en a découvert plusieurs qui seraient dans des conditions à pouvoir abriter la vie telle qu'on la connaît sur Terre, et il se trouve que celle-là se rapproche de plus en plus de notre planète, sa taille étant tout à fait tolérable et sa masse restant encore correcte. Sa forte proximité avec son étoile la met d'emblée dans la zone habitable, et pour couronner le tout, les scientifiques ont estimé que le système est stable depuis bien 5 milliards d'années. Autant de données qui offrent un espoir que la vie ait pu se développer sur cette planète, ou que des planètes encore plus semblables à la Terre puissent exister, et que les extraterrestres ne soient donc pas qu'un délire de SF, mais une réalité. Et j'espère vivre assez longtemps pour assister au replacement de l'espèce humaine en tant que connerie isolée dans l'univers, n'étant pas au centre du monde. Il y a 3,197 milliards d'années, la Terre et la vie continuent leur petit bonhomme de chemin. Surtout la vie, puisque les données s'accumulent et on a les preuves d'un monde bactérien très diversifié utilisant plusieurs modes de métabolisme, qu'ils soient basés sur la fermentation, sur une respiration avec du soufre à la place de l'oxygène, ou encore sur la photosynthèse, pratiquée par des cyanobactéries. Alors à l'époque, les seuls capables de pratiquer ce processus biochimique. Et ça va avoir son importance pour la suite, cette connerie. On fait un bond de 600 millions d'années et l'on amorce un événement qu'on appelle le grand événement d'oxygénation. Je ne vais pas beaucoup détailler pour des infos complètes, Sican avait fait un épisode de Paleo World dessus, mais c'est une période où l'oxygène libéré par la photosynthèse des cyanobactéries commence à envahir les océans. Et avant de se dissoudre dans l'eau et d'être respirable par des êtres vivants, il va d'abord oxyder tous les métaux et surtout le fer présents dans les océans, ce qui va donner des formations de fer oxydé que l'on observe aujourd'hui et qui sont donc des preuves indirectes de présence de vie à cette époque. Sinon, j'ai choisi le 9 juin pour un truc qui est la mort d'Adam West, parce que vous me connaissez, j'avais bien casé du DC Comics dans le lot. Adam West, pour ceux qui ne connaissent pas, est un acteur américain qui a joué dans énormément de projets, mais qu'on retient pour plusieurs incarnations, dont celle de Batman dans la série live-action de 66 à 68. Une version complètement délirante et bien puante de l'Arche d'Argent des comics. L'esprit anti-requin, ça vient du film dérivé de cette série, Mais en même temps, aujourd'hui, c'est juste devenu un monument de l'histoire des adaptations de Batman, et aujourd'hui, je salue plutôt des pures pépites de Nawak. Adam West, tu as été un Batman complètement délirant, mais en même temps tu as marqué le mythe de Batman à jamais. Tu vas nous manquer. Avançons de pas beaucoup, genre 21 jours, ce qui nous place à quasiment 2,3 milliards d'années. L'oxydation des métaux dans les océans n'est plus que mineure et le dioxygène envahit les milieux océaniques et commence à être libéré dans l'atmosphère. En témoignent des formations de fer à l'air libre commençant à passer à un rouge brique rappelant la bonne vieille couleur rouille sur le portage de chez Mamie. À peu près vers cette période, on note aussi un épisode de superglaciation donnant une des premières terres boules de neige de l'histoire de notre planète. Et vous vous en doutez, la poussée de dioxygène aurait peut-être aidé à faire de notre caillou un Mr Freeze orbitant autour du Soleil. L'atmosphère terrestre comprenant à l'époque beaucoup de méthane, l'oxygène l'aurait oxydé en dioxyde de carbone. Beaucoup moins puissant en termes d'effet de serre que le méthane, d'où la glaciation qui aurait trouvé fin avec un relâchement de CO2 qui aurait fini par combler la différence de la disparition du méthane. Mais ce qui fait que j'ai choisi cette date particulièrement, c'est encore une fois un décès, et un dont vous avez tous entendre parler, au moins pour la partie de mon public étant français, c'est la mort de Simone Veil. Alors je ne veux pas faire de politique parce que pour être honnête, depuis les élections présidentielles, j'ai décidé de m'en tamponner les épididymes, mais bon, je pense quand même que pour les combats qu'elle a menés, c'est le genre de personne qui ne devrait pas être oubliée. Et quand je vois des types proclamer le racisme à tout va et d'autres considérer que l'avortement est un meurtre en déformant les dires de la science pour se conforter dans leur croyance à endoctriner les masses avec des discours alléchants, je me dis que même si notre monde ne mérite pas de personnes telles que cette femme, il ne le mérite même pas du tout, il a tout de même besoin de beaucoup de personnes comme Simone Veil. Je préfère pas m'étendre sur le sujet parce que j'ai pas envie de dire de la merde, j'espère que vous comprendrez. Donc passons à la date suivante. Alors là, on va le passer très vite parce que comme je l'ai dit, c'est un peu mon récap perso quand même. Donc j'ai mon bac ce jour-là avec 15,86, donc pas loin de la mention très bien, et depuis j'ai quelques petites réflexions. Le bac, ça sert juste à avoir une feuille avec des jolis petits détails graphiques complètement inutiles, et putain je regrette l'époque du lycée. Système de merde à la fac. Voilà, donc maintenant que ça s'est dégagé, passons à droite. Nous sommes il y a 2,237 milliards d'années. Oui, on n'a pas beaucoup bougé. Mais ça va me permettre d'aborder un autre truc, un poil beaucoup très important en ce qui nous concerne, pauvres humains qu'on est, c'est l'apparition des eucaryotes.
Les eucaryotes, pour vous situer le niveau d'importance, en ce qui nous concerne, c'est les cellules avec un noyau qui garde l'ADN. Donc oui, c'est tout à fait nos cellules, quoi. Alors au niveau fossile, c'est compliqué de juger d'une cellule si elle est eucaryote ou non, parce que beaucoup de critères dont on se sert avec les cellules vivantes aujourd'hui ont soit disparu avec le temps, soit sont pas très significatifs. Mais ce qui distingue majoritairement les eucaryotes du reste du monde vivant, c'est le bordel sans nom qui est l'intérieur de leurs cellules. Et là, mon gars, tu voulais des organites, et bah t'en as eu, putain. Entre le noyau, les vacuoles, les organites semi-autodomes, les réticulomes, les ribosomes, l'appareil de Golgi, les organites dont je me souviens même plus le nom alors que le partiel de bio c'était il y a à peine un mois et demi, c'est un merdier mais incroyable, qui serait probablement dû à la fusion à plusieurs reprises de bactéries et d'archées qui auraient abouti aux premiers eucaryotes. On fait un bond de quasi un mois pour parler un peu de paléo, et je vais être honnête, là je vais chercher dans le haut du panier avec une découverte qui a fait grand bruit, à juste titre vu la qualité du fossile. Ce fossile, une véritable momie dinosaurienne dans un état de conservation absolument incroyable. Si je dis ça, c'est pas pour rien, puisque déjà, si les squelettes articulés sont rares, disons que des squelettes articulés avec des muscles conservés par-dessus, avec le contenu de l'estomac et l'intégralité de la peau de l'avant de l'animal, avec tous les ostéodermes de la cuirasse de la bestiole, ont permis une très bonne description de l'animal paru le jour concerné ici dans National Geographic. C'est donc comme ça que le Borealopelta est venu se rajouter au clan des dinosaures, son nom signifiant littéralement le bouclier du Nord. On a donc décrit Borealopelta markincheli sur un seul fossile, mais vu ses qualités, on a pu reconstituer l'animal assez fidèlement à ce qu'il pouvait être, d'autant plus que, fait assez spécial, il est l'un des rares dinosaures à l'heure actuelle dont on connaît les couleurs. D'ailleurs, cette vidéo défait le reptile pour ceux qui sont intéressés par la couleur des dinosaures, voilà, petit placement pour un pote. Et celle-ci indiquerait que si la bestiole avait une taille assez conséquente, tout de même, eh ben, il pratiquait des techniques de camouflage. Donc le premier FDP qui vient me dire que la paléontologie c'est une science pas intéressante qui a rien donné depuis 2 siècles, je l'en... De l'autre côté, on se trouve il y a environ 1,888 milliards d'années. Même si la vidéo est déjà très longue comme ça, je vais m'attarder dessus, puisqu'on va parler métabolisme et respiration cellulaire. Les eucaryotes sont apparus depuis déjà quelques centaines de millions d'années, ce serait vers l'époque à laquelle nous nous trouvons que les eucaryotes auraient acquis une de leurs grandes clés de réussite, les mitochondries. Quand je disais tout à l'heure que c'est le bordel dans les organites des cellules eucaryotes, c'est vrai, c'est un merdier sans nom. Mais il y en a qui sont extrêmement importants, et la mitochondrie est l'un de ces organites centraux, puisqu'elle est le centre de la respiration cellulaire aérobie, c'est-à-dire la respiration à partir de dioxygène, pour enclencher la machinerie cellulaire et récupérer de l'énergie. Là où c'est leur grande force, c'est qu'elles gèrent ce processus beaucoup plus efficacement que les bactéries aérobies, mais aussi qu'elles sont tombées pile à la bonne époque. Puisque souvenez-vous, une fois que l'oxygène a fini d'oxyder les métaux dans le milieu océanique, il s'est très vite dissous dedans, et ça peut vous sembler assez délirant vis-à-vis d'aujourd'hui, mais cet oxygène était toxique pour beaucoup d'êtres vivants, qui produisaient de l'énergie à partir d'autres sources. Mais les eucaryotes, maintenant équipés de mitochondries, ont complètement profité des nouvelles conditions environnementales et se sont accaparés une ressource ultra abondante et non consommée par les autres organismes. Résultat, vers cette époque, leur diversité explose littéralement. J'ai plutôt simplifié parce que ce genre de truc, c'est jamais simple, vu qu'il faut prendre en compte plein de facteurs, mais c'est une version qu'elle est bien pour piger. Bon là on passe à une date où si vous suivez pas la chaîne vous vous en branlez royalement, mais en ce qui me concerne ça correspond aux 3 ans de la chaîne et à une certaine vidéo. Alors pourquoi vous parlez de ça plutôt que du 14e à peu près science? Et bah déjà parce que les à peu près sciences j'en ai pas fini avec, d'ailleurs petit point info, vers à peu près février je pense le 15e. Et parce que vraiment cette vidéo sur la Walking with Trilogy, j'en suis content. Mais c'est surtout parce que vous savez pas le merdier que ça a été cette vidéo. Déjà quand j'ai commencé à écrire la vidéo, je voulais faire un truc pas trop long. LOL. Et puis au final, ça a fait le temps que vous avez vu. Truc que j'ai dit plus ou moins pendant la vidéo, c'est qu'à part pour des moments comiques particuliers, je m'étais imposé une condition concernant le montage, c'était de mettre uniquement des musiques dérivées de la Walking with Trilogy. Et vu que certaines étaient un peu charcutées, je me suis retrouvé à faire le bon vieux truc de roublard de baisser un peu le son en espérant que les nuisances s'entendent pas trop. Mais le vrai truc que la majorité d'entre vous ne savent pas, c'est que j'avais monté 25 minutes de montage. Il me manquait que quelques images pour les visuels, mais sinon j'avais presque tout fait. Et c'est à ce moment-là que mon ancien logiciel de montage a décidé de faire un AVC et de ne pas me laisser de version récupérable du fichier, ne serait-ce que genre les 10 premières minutes, il y a tout qui a été foutu en l'air. Donc avant ça j'étais en avance et ça m'a foutu la masse en retard. Et t'as pas à avoir deadline pour poster tes vidéos, tu le fais quand tu veux, ça t'es pas à la télé. Et détrompe-toi justement, puisque cette vidéo je devais la sortir pile pour l'anniversaire de la chaîne. Donc j'ai tryhardé le montage pendant 3 jours complets, en faisant des copies et des copies de copies du fichier de montage régulièrement pour pouvoir récupérer mon travail au cas où il y avait un bug. Et croyez-moi, j'ai bien fait. Et que le logiciel de montage ne veuille pas rouvrir à nouveau le fichier, j'ai demandé dans l'urgence aux paléotubeurs, à des potes et à de la famille leur nom d'acteur porno. Pour ceux qui connaissent pas, j'ai mis les règles en description de la vidéo. Tout
ça pour ce générique de sitcom. J'ai pris Kalel au moins 8 fois pendant la génération de la vidéo, génération qui m'a donné un fichier avec un décalage son-image vers la fin dû à des séquences que j'avais montées auparavant et qui venaient d'une première version de la vidéo que j'avais pas pu faire par manque de temps et de moyens. Bref, ça a été un merdier mais absolument divin et je peux vous assurer que voir l'accueil que vous avez fait à cette vidéo, je m'attendais pas à ce que vous soyez autant positif. Donc putain, encore une fois, un gros merci à vous tous. Concernant à droite, on continue notre voyage et on en est à peu près à la période où on a découvert la glu rouge dont je vous parlais au début de la vidéo. Ce qui veut dire que vers cette époque, que des cellules eucaryotes commencent à fonctionner en symbiose avec des bactéries photosynthétiques. Bactéries qui au fur et à mesure seront intégrées dans les cellules en question, perdront une partie de leur ADN et deviendront des organites du même niveau que des mitochondries. Les chloroplastes sont nés et avec eux les premières cellules végétales. La présence simultanée de ces deux organites en fait des organismes autotrophes. Chacun produit d'une réaction servant de base pour une autre. Cet avantage de renouvellement des ressources sans grande consommation dans le milieu extérieur va permettre aux cellules végétales de connaître un succès extraordinaire, contribuant à leur tour à enrichir progressivement l'atmosphère en dioxygène. Avançons d'environ 1 mois et demi pour parler encore une fois d'un décès, celui de Jean Rochefort. Alors là, je préfère pas dire trop de merde, donc je vais pas non plus aller jusqu'au fond, ce qui du coup fait que je me sens un peu irrespectueux de ne pas vraiment beaucoup parler de la personne, mais je fais ce que je peux. En même temps, vu la filmo du monsieur, j'en aurais bien pour 3 heures, mais c'était un acteur français ayant eu une carrière extrêmement prolifique et c'est un peu triste que sa mort m'ait donné envie de m'intéresser à son travail. J'aurais préféré le faire avant, mais comme dit le proverbe, mieux vaut tard que jamais apparemment. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, je suis tout oui, j'aimerais bien me nourrir avec un peu autre chose que des blockbusters. Sinon, nous nous situons il y a environ 1 milliard d'années, et comme j'ai déjà un peu trop parlé du vivant, alors que le principe de la vidéo c'est de parler de l'histoire de la Terre, parlons un peu de Rodinia. Si je vous dis supercontinent, vous allez penser direct Pangée. Mais la tectonique des plaques suit une sorte de cycle jonglant entre fragmentation et réunion des masses continentales. Résultat, si pour autant nous sommes dans une époque de fragmentation, la plupart des modèles prévoient que dans 200, 300 millions d'années, encore c'est plus des prévisions que des choses exactes, nous aurons de nouveau un continent unique à la surface terrestre. Du coup, vous vous doutez bien que cette situation s'est déjà produite par le passé. Par exemple, du coup, il y a 1 milliard d'années avec un supercontinent que l'on a nommé Rodinia, mot dérivé du russe qui veut dire terre-mer. Alors oui, je sais, quand vous avez vu la carte, vous avez essayé de savoir quelle partie actuelle était où, mais dans l'immédiat, vu que je compte pas vraiment détailler la fragmentation de la Rodinia jusqu'à la formation de la Pangée, c'est même pas la peine d'essayer, je vous ai à l'œil. Si vous voulez ça, c'est chez Paléogie qu'il faut aller voir. Environ 1 mois plus tard, c'est un événement que j'ai un peu casé à la dernière minute, mais parce que ça me tenait à cœur, c'est l'officialisation d'une nouvelle espèce de grand singe, chose qui n'était pas arrivée depuis 1929, quand on a reconnu les bonobos comme distincts des chimpanzés communs. La nouvelle espèce en question a été nommée Pongo tapaluniensis, donc oui, ce sont des orang-outans, une espèce ayant divergé des deux déjà décrites environ 3 millions d'années auparavant. La raison pour laquelle on était passé à côté, c'est que visuellement du vivant de l'animal, les différences n'étaient pas très flagrantes. Mais du moment que les types ont commencé à analyser d'un peu plus près le crâne et les dents, ils se sont rendus compte que les différences étaient bien là. Et génétiquement, ça concorde aussi. Sauf que là, vous vous dites qu'il y a un truc qui cloche. Je suis trop positif, c'est pas normal. Tout simplement parce que je réservais le meilleur pour la fin. Cette espèce toute fraîchement décrite comprend seulement 800 individus, donc la moindre perturbation pourrait mener l'espèce à la tombe, et ce serait pas du tout le genre d'Homo sapiens de faire quelque chose de stupide. Non, pas du tout. Non. En étant positionné il y a 729 millions d'années, on se trouve peu après la fragmentation de Rodinia, dont les fragments vont dériver pendant environ 400 millions d'années, avant de commencer à se reformer en la future Pangée. On suppose que cette fragmentation est à l'origine d'une nouvelle période de superglaciation arrivant environ une dizaine de millions d'années plus tard, qui donnera lieu à une nouvelle Terre boule de neige, et entamera la période du cryogénien, nommée justement à cause de la présence de sédiments partout dans le monde, témoignant d'une glaciation ultra-mastoc. Alors là, on va passer un peu de temps en novembre avec la sortie de Justice League le 15 novembre. Oh bordel, mais arrête avec les comics. Attends, je suis pas là pour en dire du bien, mais du genre pas du tout. Oh. Oh oui, parce que je pisse à la gueule des studios et de toutes les autres interférences qui ont massacré un film qui aurait peut-être pas été parfait, mais qui aurait eu une vision unique, et pas ce mix chelou de deux réalisateurs. Pour vous restituer le truc, Zack Snyder était le réal en charge du film et avait fait Watchmen, Man of Steel et Batman vs Superman Dawn of Justice. Donc il avait une vision particulière dans sa manière d'aborder les super-héros, et surtout Superman sous la métaphore du sauveur surpuissant de l'humanité qui n'est qu'un humain dans le fond. Donc ça veut peut-être pas vous faire plaisir à tous, mais Snyder avait compris ce que Superman représente pour se l'approprier. Seul problème, sa fille s'est suicidée. Vous concevez que c'est tout à fait normal, j'espère. Il a décidé de prendre un peu de recul pour faire son deuil. Et franchement, j'espère qu'aucun d'entre vous n'est des enculés finis pour ne pas comprendre ça. Sauf que la Warner en a profité pour appeler le réalisateur d'Avengers, Josh Whedon,
pour remonter le film, parce que Snyder avait proposé un truc apparemment trop sombre. Ils ont retourné environ 15-20% du film, ils lui ont retourné 50 minutes, ils ont viré le compositeur Junkie XL qui avait collaboré avec Hans Zimmer pour faire la BO de Batman vs Superman, il avait d'ailleurs apporté pas mal de trucs pour le thème de Wonder Woman par exemple, pour le remplacer par Danny Elfman, compositeur du Batman de Burton en 89, qui a fait un caca nerveux en dégageant les thèmes musicaux spécialement créés pour ce Superman et ce Batman, pour les remplacer par des anciens thèmes ne correspondant pas aux interprétations des deux héros dans cet univers. Les reshoots ont rendu le film plus brouillon et moins réfléchi, des éléments sortent de nulle part, dont la résurrection de Superman, qui n'a aucun sens et fait insulte à la fin de Batman vs Superman. Superman n'a aucun sens et est devenu un personnage creux, dénué de tout ce que Snyder lui a construit auparavant. Barry Allen est teubé au lieu d'être fun, Batman sourit beaucoup trop, Wonder Woman ça passe peut-être, Aquaman est un beauf, Cyborg est le seul à s'en tirer à peu près bien pour moi. Bref, si vous le prenez objectivement et détaché des films précédents, c'est très moyen. Mais si vous le mettez dans la continuité du DCU, c'est juste une horreur sans nom détruisant tout ce qui a été fait auparavant. Et le plus chaud, c'est que si vous le voyez, vous sentirez sous toute la couche de merde infâme les ruines du film réfléchi de Snyder. Allez, dernier truc, le Moustache Gate, plus jamais! À droite, on a une époque où je vais beaucoup moins rager puisque nous sommes à l'Édiacarien, il y a 579 millions d'années. Vous me connaissez, j'adore un point qui frise l'illégalité des Édiacariens, mais promis, je serai bref. C'est à cette époque que l'on retrouve un peu partout dans le monde des organismes étranges et pluricellulaires, tout du moins des traces plutôt d'organismes étranges et pluricellulaires. Bien que certains commencent à être identifiés et classés de manière de plus en plus précise, beaucoup de ces organismes sont encore très mal compris. On a nommé ces organismes d'après la première localisation où on les a trouvés, c'est-à-dire Ediacara Hills en Australie. Je suis pas spécialement fan de la théorie de tous les regrouper sous un même groupe en branchement bidule machin vu la diversité que représentent ces faunes. Des organismes ressemblant beaucoup à des animaux postérieurs à cette époque, des formes n'ayant pas de parents directs identifiables, d'autres sortant complètement de nos standards habituels avec par exemple des fossiles avec une symétrie d'ordre 3 et non pas d'ordre 2 comme au moins 80% des animaux connus actuellement. On dit au passage bilatérien. C'est quelque chose qui me passionne énormément parce qu'on a un nombre ultra élevé de fossiles à disposition, mais en même temps tout reste à découvrir, en particulier sur les origines des grands groupes modernes puisque les arthropodes seraient déjà différenciés à cette époque du reste des animaux. Et vu leur déjà grande diversité au Cambrien, il serait pas déconnant d'en trouver avant. Avec ça, on a toutes les questions sur comment ces organismes vivaient, s'ils étaient bâtis sur des règles similaires aux nôtres, où est leur place dans l'arbre du vivant, et du coup, si leur pluricellularité provient de notre lignée, et sinon comment et pourquoi l'ont-ils développé. Bref, énormément de trucs qui pourraient nous permettre de mieux comprendre nos propres origines. Allez, on continue à parler DC Comics ? On continue à parler DC Comics. Et je vous ai dit que Justice League a été un massacre, ce qui n'est pas le cas de Crisis on Earth X. S'étalant sur les nuits des 27 et 28 novembre, il s'agit d'un crossover entre les 4 principales séries super-héroïques tirées de l'univers DC diffusé par la chaîne américaine CW. Un premier crossover avait déjà été tenté l'année précédente et c'était super cool. Et du coup ils ont remis le couvert cette année avec un perfect en ce qui me concerne. Primo, le crossover est vraiment un film de 2h40. Coupé en 4 parties, comparé à l'année dernière, on était encore dans une logique des poteaux qui vont dans la série de l'épisode en cours. Deuxio, le temps de présence, qui était déjà, ma foi, plutôt correct l'année dernière, et cette fois-ci très bien géré. Tout le monde a son moment héroïque, touchant et tout ça. Après, tertio, c'est mon côté con qui dit ça, mais les effets spéciaux sont très bons pour de la CW. D'ailleurs, par ailleurs, mention spéciale à la bataille finale pour Supergirl, c'était juste dantesque. Et enfin, le plus important, les scénaristes utilisent tout et utilisent correctement leur univers. Ce crossover est l'image de la construction d'un univers devenu très vaste, créé en 2012 par Arrow pour arriver à un monde ouvert faisant cohabiter des dizaines de personnages et jouant sur leur concept de terre parallèle pour offrir des histoires nécessitant tous les héros disponibles. Ils ont compris les comics et les ont adaptés parfaitement, les terres parallèles permettant d'amener des versions de personnages différentes de celles que nous connaissons et d'introduire même des trucs très osés, en l'occurrence la Terre où les nazis ont gagné la guerre. Et sans spoiler, ils ont compris qu'un événement comme ça, qu'on appelle Crisis, donc dans les comics, ça a des répercussions sur les personnages qu'on aime. Bref, là où Justice League a échoué, Crisis on Earth X réussit avec brio une réunion d'envergure entre des super-héros d'ici. Côté planète, on fait un gentil petit bond puisqu'on est entre 430 et 417 millions d'années, donc en plein Silurien. C'est pas nécessairement la période la plus longue du Paléozoïque, mais elle a son importance déjà au niveau tectonique puisqu'on constate un début de remontée progressive des terres vers l'équateur. Mais aussi pour le monde vivant,
puisque la vie repart de plus belle après l'extinction de masse de la fin de l'Ordovicien. On a des traces d'un développement de plus en plus accru des plantes comparé aux petites mousses de l'Ordovicien, et c'est pendant cette même période que les vertébrés dotés de mâchoires commencent à se développer fortement. Les premiers actinoptérygiens connus sont d'ailleurs à rechercher vers cette époque. On progresse, direction le Carbonifère. Nous sommes il y a 330 millions d'années, le monde a bien changé puisque les plantes se sont parfaitement adaptées au milieu terrestre, créant de gigantesques forêts tropicales sur une Pangée en cours de formation. Le monde animal explose lui aussi, les arthropodes étant extrêmement diversifiés et ayant pu atteindre des tailles considérables, à l'image de ce tout mignon Pulmonoscorpius. En bref, c'est une époque de forte diversification et ça se voit aussi chez les vertébrés puisque les tétrapodes, alors tout jeu d'eau, voient émerger parmi les premiers représentants d'ordres très connus en paléontologie. Alors pas encore les amniotes, il faut attendre une quinzaine de millions d'années encore pour ça, Westphalotiana n'étant plus considéré depuis plusieurs années comme le plus ancien reptile connu mais comme un tétrapode basal. Par contre, c'est à cette époque qu'on trouve un des plus anciens temnospondyles, Balaner-Péton. Il paie pas mine comme ça, mais les temnospondyles auxquels il appartient vont devenir un groupe d'une très riche diversité et vont se répandre sur toute la planète et faire partie des grandes espèces les plus importantes pour certains écosystèmes du Permien et du Trias, avant de décliner pour disparaître au milieu du Crétacé, même si selon certaines théories, ils auraient peut-être pu donner naissance aux lysamphibiens, c'est-à-dire nos amphibiens actuels. C'est un groupe très peu connu du grand public et pourtant son rôle est loin d'avoir été anodin. À ce sujet, je vous recommande le livre de Sébastien Steyer, La Terre avant les dinosaures, qui détaille énormément le sujet. C'est d'ailleurs là que j'ai appris la majorité de ce que je sais sur ce groupe, ainsi que la vidéo de mon collègue Alexis Rassier sur le sujet, si voir un livre vous effraie. Bon, vous avez vu la date pour notre année, il y en a déjà qui sont en train de disliker la vidéo et de m'insulter, ainsi que la personne concernée, alors que c'est pas très sympa, mais bon. Parler de 2017 sans ça, c'est un peu con, donc Johnny est mort, vive Johnny. Je préfère être honnête, Johnny, c'est pas vraiment ma génération. Sans déconner. Et quand je vois les fans hardcore sur Twitter qui se sont exprimés un peu excessivement après sa mort, ça m'a un peu refroidi. Mais derrière ça, derrière les potentiels scandales dont je n'ai aucune connaissance parce que je m'en branle royalement, il y a un certain symbole de la chanson française et une image de quelqu'un qui imposait ses bollocks dans le game. Et c'est le genre de personne qui manque un peu malheureusement. Encore que l'espoir, c'est pas ce qui manque si on sait où le chercher. Et après, pour ce que je dis que c'est un peu un symbole, pour notre génération, ça nous parle mouille-bof pour la majorité. Mais pensez un peu au jour où les youtubeurs qu'on adore nous quitteront. Ce genre de personnes laisse une empreinte beaucoup plus forte que des hommes d'État. Ça ne m'étonnerait pas que l'histoire retienne plus Johnny que Macron. Et j'espère qu'elle retiendra plus Johnny que Macron. Pensez-y, on n'aura peut-être pas nécessairement des réactions plus mesurées vu ce qu'ils auront représenté pour nous. Pour en revenir à Jean-Philippe Smet, il repose actuellement sur l'île de Saint-Barthélemy. Heureusement qu'il ne s'est pas fait incinérer, sinon il y aurait bien eu un con pour mettre allumé le feu en même temps. Ah mais non, compte pas sur moi pour t'aider, t'assumes ta blague merdique. Ouais, justement, je l'assume pas vu comment c'est de mauvais goût. Donc la suite, s'il vous plaît. Direction le 13 décembre, je l'ai pas vu ce jour-là, mais c'est le jour de la sortie française. Star fucking Wars 8. Alors, c'est bien ou c'est pas bien? Pour faire court, disons que c'est déjà un film qui, comparé à l'épisode 7, pose ses couilles sur la table. Et ça peut être bien comme ça peut être pas bien, mais je trouve ça bien, bordel. Dans l'ensemble, c'est loin d'être un mauvais film. Pour moi, au moins le scénario est pas une redite d'un autre épisode, même s'il y a des fois où c'est un peu con, visuellement ça défonce, le jeu d'acteur c'est ok. Il y a de la symbolique sur le fait que le bien peut surgir de n'importe qui et n'est pas une question de prédisposition. Mais bon, c'est pas non plus le meilleur film du monde, et ce dû à un bon paquet d'incohérences, dû au fait que justement le film pose ses couilles sur la table. Donc je spoil pas plus vu qu'il est sorti il y a pas trop longtemps et que vous l'avez peut-être pas tous vu, mais pour ceux qui l'ont vu, il y a quand même un moment où mon cerveau a dit fuck. Que tu maîtrises ou pas la force, tu meurs quand tu es exposé au vide spatial. Tu meurs. Sauf si tu t'appelles Superman, mais sinon tu meurs. Merde. Continuons le petit road trip. Nous arrivons il y a 230 millions d'années au milieu du Trias. Le monde est passé par plusieurs extinctions de masse ayant eu des effets dévastateurs, entre autres sur les synapsides, ces derniers étant, à l'époque à laquelle nous sommes, en perte de vitesse face aux ancêtres de nos reptiles et oiseaux actuels, en particulier face aux archosaures qui prolifèrent grandement depuis plusieurs millions d'années. Et parmi ces archosaures se trouvent parmi les premiers représentants d'un groupe que nous connaissons bien. Allez, tous en chœur. La moule. Non, les dinosaures. On est encore très loin des monstres de la fin du Jurassique ou du Crétacé, mais les bases sont là, même si la classification de ces espèces ancestrales est très confuse, due justement à leur caractère très basique pour des dinosaures. À cette époque, les dinos sont donc des animaux de taille petite à moyenne, tous bipèdes et apparemment venant de l'hémisphère sud de la Pangée, qui aurait pu être la zone géographique
de naissance du groupe avant que ces sales bêtes n'aillent foutre la merde chez les autres. Les mammifères ne sont pas encore de la partie, mais il suffit juste d'attendre 10-20 millions d'années pour qu'ils rentrent en scène selon les estimations communément admises. Les plus anciens fossiles fiables de mammifères datant eux de la fin du Trias, début du Jurassique même. Et bah franchement, j'ai plus grand chose d'autre à dire, parce que Noël j'ai déjà grillé ce Joker dans le récap de 2015, et franchement c'est pour parler d'atrocités où je risquerais de dire encore plus de merde. Non merci, j'ai plus faim, donc direction la sortie de la vidéo que vous regardez, soit le 31 décembre à 17h. Attends, annonce pas ça comme ça, il y a au moins 60% de chances que tu la ressortes en retard. Si mes calculs sont exacts, nous sommes il y a 3,6 millions d'années, à l'époque où une lignée d'hominidés commence à adapter une bipédie permanente due à des modifications du bassin et des membres postérieurs. C'est l'âge des Australopithèques, annonciateur de la seule erreur que l'évolution ait fait à mes yeux et qui est un putain d'égocentrique anthropocentrique qui mériterait de disparaître pour ce qu'elle a fait à la planète et aux autres espèces qu'elle côtoie. Ouais, grosse ambiance. Désolé, mais dans l'ensemble, on n'a pas fait du bien au monde. Mais pour l'autre côté, c'est l'heure des bilans. Et tout ce que je pourrais dire, c'est que j'ai passé une année dingue. Toujours plus de rencontres avec des super personnes, que ce soit sur YouTube ou dans le privé. Des vidéos toutes faites avec 3 bouts de scotch pour masquer la misère technique de la post-production. Plein de super moments qui ont fait de cette année une super année. J'espère que 2018 sera encore meilleur. Bonne année à toutes et à tous. Et à la prochaine pour du nouveau contenu. Et le fait que 2018 va aussi être l'année où tu vas rater ta première année de licence, on en parle? Oh mais ferme ta gueule!